À l'âge de 20 ans, on est un peu fou, on a envie de faire la fête, découvrir la vie et le monde. Bonjour, je suis le docteur Nanchel, j'ai 35 ans et je suis chirurgien ophtalmologiste. Je travaille entre Lyon et Aix-les-Bains et je suis spécialisé en pathologie de la cornée et en chirurgie de la cataracte et chirurgie réfractive. Alors j'ai choisi la voie médecine assez tôt au cours de mon enfance. J'ai pas vraiment d'explication du pourquoi du comment, je suis pas issu d'une famille de médecins. Je regardais beaucoup de séries médicales avec ma sœur quand j'étais petit et étant myope, j'allais très régulièrement chez l'ophtalmologiste. Donc je pense que ça a dû réveiller des vocations à ce moment-là. Mais la révélation s'est vraiment fait lorsque j'ai fait mon premier cours d'anatomie dans l'amphithéâtre de la faculté. Et là, il y avait plus de doute, je savais que je voulais faire ce métier. Alors j'ai fait mes études à Rouen, en Normandie, puisque je suis normand d'origine, je suis né en basse Normandie et j'ai fait mes études en haute Normandie. Aujourd'hui, tout ça est réuni dans une seule et même entité, la Normandie. Et donc j'ai fait mes 6 premières années de médecine à la faculté de médecine de Rouen et mes stages au CHU de Rouen. Alors c'est vrai que ça a un peu changé, mais en tout cas, à mon époque, on passait une première année difficile, sous forme d'un concours. Ce concours, il y avait beaucoup de participants et malheureusement peu de gens reçus, c'est le fameux numerus clausus. Pour les gens qui n'obtenaient pas de place en médecine, il y avait également des places pour la voie de kiné ainsi que sage-femme et dentaire. Les 5 années suivantes sont des années dédiées à l'apprentissage de la sémiologie et à la découverte de l'ensemble des spécialités. C'est donc un tronc commun. À la fin de ce tronc commun, on passe un deuxième concours, qu'on appelle le concours de l'internat. Cette fois, tous les étudiants de France de 6e année sont classés, et à partir de ce classement, on peut choisir sa spécialité et ou sa ville. Le meilleur peut choisir tout ce qu'il veut où il veut, et le dernier doit choisir parmi les quelques choix restants, ce qui contraint souvent à choisir une ville et ou une spécialité, parfois à contre-cœur. Alors pour moi, voilà, j'ai commencé médecine en voulant faire ophtalmo et je suis passé en stage d'ophtalmologie au CHU de Rouen dans le service du professeur Muren entre ma 5e et ma 6e année. C'était l'été, donc c'est un stage où on peut un peu plus y participer, mais c'est un stage qui est un peu plus long et ça a continué de réveiller ma vocation. Et bien sûr, tant que le concours n'était pas passé, c'était assez difficile de se projeter et j'ai réussi à obtenir un classement me permettant de choisir cette spécialité et aujourd'hui j'en suis plus que ravi. Difficile, j'ai vraiment eu beaucoup de moments et puis comme j'ai changé de ville entre Rouen et Lyon, en fait j'ai des souvenirs un peu partout, mais voilà, en tout cas le passage de la première à la 2e année, cette espèce de libération, voilà, à l'âge de 20 ans, on est un peu fou, on a envie de faire la fête, découvrir la vie et le monde, et s'enfermer tous les week-ends, pendant les vacances, pas fêter Noël, pour passer un concours, c'est vrai que quand on est reçu et qu'on a la récompense, c'est une énorme délivrance, et donc les 2 années qui ont suivi la première année ont été pour moi des années vraiment heureuses en tout cas. Le stress lié aux résultats, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer et même si aujourd'hui je pense que ce stress j'ai appris en fait à mieux le maîtriser et ça m'aide beaucoup dans mon métier de chirurgien. Je l'ai très mal vécu, surtout en 6e année, puisque voulant faire ophtalmo, je savais que de toute façon, si je voulais la spécialité, il fallait cartonner le jour du concours. Donc je me suis mis une pression vraiment très importante et la redescente a été assez difficile. Donc initialement, quand j'ai commencé l'internat d'ophtalmologie, sur les 2-3 premières années, mes stages m'ont vraiment fait découvrir la rétine médicale avec beaucoup de pathologies, beaucoup de technicité aussi avec la réalisation de fonds d'œil, l'émergence de l'intelligence artificielle, mais c'était vraiment les prémices. Et puis la chirurgie de la rétine me fascinait, voilà, on posait une lentille sur l'œil et on arrivait à accéder au fond d'œil. Je trouvais ça vraiment
à la fois joli et mystique et très technique, mais l'effet de vie est orienté vers le choix de la cornée. C'est un choix que je regrette absolument pas, puisque l'année où j'ai décidé de switcher de la rétine vers la cornée, j'ai réalisé le diplôme interuniversitaire de cornée. Et vraiment j'ai adoré ce diplôme interuniversitaire, et depuis que je suis dans la cornée, je suis vraiment passionné par ce que je fais. C'est un tissu qui est au moins tout aussi formidable que la rétine. Je pense j'ai eu de la chance d'avoir des mentors que je cite souvent comme mes mentors chirurgicaux. C'est vraiment les deux médecins avec qui j'ai fait mes premiers pas en chirurgie. Ils m'ont fasciné par leur facilité, leur capacité, une main sûre, non tremblante. Et donc ils m'ont permis de pouvoir réaliser mes premières chirurgies sur simulateur ou parfois sur œil d'animal, c'est notamment des yeux de cochon qu'on utilise parce que ça a l'avantage de pas mal reproduire le schéma de l'œil humain. Et donc pendant les congrès, pendant des formations, voilà, j'ai essayé de développer ma main chirurgicale ainsi pour pouvoir, lorsque j'ai passé ma thèse de docteur en médecine, pouvoir commencer mon activité chirurgicale plus sereinement. Mais c'est clairement aujourd'hui le mentorship et aussi l'aide des outils tels que les simulateurs qui permettent en fait aux jeunes ophtalmologistes d'apprendre à opérer et de pouvoir arriver sur l'œil humain avec une main sûre et sereine. Bien sûr que ça fait peur. Après, on a tous des personnalités différentes. Vous trouverez des gens qui sont arrivés, qui étaient très très confiants, très très sereins, et puis vous trouverez des gens que ça a énormément stressé. Et parmi tous ces flots de personnalités, comme j'explique souvent, en fait, on peut apprendre à gérer son stress et on peut apprendre à gérer sa confiance en soi et progressivement prendre confiance en soi. Et parmi tous ces lots de personnalités qu'on a tous, vous trouverez des gens qui ont essayé d'opérer mais qui ont arrêté parce qu'ils n'y arrivaient pas à gérer ce stress. Et puis beaucoup, je pense comme moi, qui étaient pas mal stressé au début, et puis au fur et à mesure, à force de prendre confiance en soi, de se rendre compte qu'en fait on n'est pas moins fort qu'un autre, on développe sa main et puis on arrive petit à petit à acquérir un geste chirurgical sûr et serein. Une anecdote marrante de mes études, en fait ça va être un peu extra études, mais on a fait l'enterrement de vie de garçon d'un très bon ami à moi à Barcelone en 2016 si je me trompe pas, et on a débarqué le premier week-end de septembre à Barcelone, et en sortant de l'aéroport il y avait des noms de laboratoires d'ophtalmologie partout dans l'aéroport, beaucoup de compagnies. Donc on est sorti de l'avion et on était 5 garçons dont 3 ophtalmos, et on s'est fait la réflexion, mais tiens c'est bizarre, pourquoi il y a tous les laboratoires d'ophtalmologie qui sont là? Et en fait on s'est rendu compte que le même week-end il y avait le congrès européen d'ophtalmologie, congrès auquel maintenant je participe chaque année, du fait de mes spécialités, mais aussi parce que je trouve l'anecdote assez marrante. Donc en fait lors d'une soirée on s'est retrouvés à partager une soirée avec des ophtalmologistes qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et donc le docteur Stéphanie Refait par exemple, qui en fait est ophtalmo à Lyon, et maintenant je la connais. Donc voilà, c'est une anecdote assez fun de mon internat. Alors, des cas difficiles de patients, du fait de ma spécialité, j'en ai effectivement quelques-uns, mais il y a une patiente particulièrement dont je peux parler, parce que je suis sûr qu'elle serait d'accord, même qu'on cite son nom, mais je vais bien sûr pas le faire. J'ai une patiente en fait qui a une maladie qui s'appelle une pemphigoïde oculaire cicatricielle, donc c'est une maladie auto-immune où le corps fabrique des auto-anticorps qui vont attaquer les muqueuses. Ça peut toucher la peau, mais ça peut toucher aussi les yeux. Et dans ces maladies, en fait, on a une desquamation de la conjonctive. Le tissu conjonctival, il est censé être lisse et pouvoir frotter sur la surface oculaire de manière tout à fait saine lors de chaque clignement. Et lorsque le tissu se fibrose, c'est un tissu tout rugueux qui vient frotter sur la surface oculaire. Donc ça provoque des ulcères de cornée. Et lors du confinement, j'ai une patiente que j'avais l'habitude de voir au moins une fois par mois pour retirer les cils qui frottaient un petit peu sur sa cornée, et qui malheureusement n'a pas pu consulter pendant très longtemps, et qui est revenue à ma consultation avec une perforation de cornée bilatérale. Un des 2 yeux n'était pas sauvable, et j'ai réalisé dans ce contexte une greffe de cornée d'urgence et de sauvetage, alors que c'est une maladie où le terrain n'est pas du tout fait pour faire une greffe de cornée. Et par miracle, cette greffe a tenu et tient encore. Alors la vision est pas incroyable, mais on arrive à maintenir une greffe de cornée chez cette patiente au prix d'une collaboration entre la médecine interne et l'ophtalmologie, d'un traitement général assez lourd. C'est une patiente qui a survécu à une embolie pulmonaire, à pas mal de complications en lien avec ses traitements généraux, mais voilà, on a réussi à sauver son œil, un des 2 yeux, et c'est une anecdote qui est à la fois pas marrante et qui est importante pour moi, parce que je la vois quasiment tous les 2 semaines, 3 semaines,
et voilà, mais c'est vraiment une patiente que j'apprécie énormément, et je pense que c'est très difficile de vivre avec sa maladie, et malheureusement personne ne connaît cette maladie, personne n'en parle, et donc si je peux donner un peu de visibilité à ces patients avec cette interview, je pense que c'est pas plus mal. Donc j'exerce principalement à Lyon, c'est mon activité principale, et j'ai la chance de collaborer dans un cabinet à Aix-les-Bains, qui est une ville située à 1 heure de Lyon, en Savoie, avec des montagnes, un lac, et une équipe super sympa. Donc j'ai une activité de consultation là-bas, et j'opère la chirurgie réfractive au centre laser vision des Grands Lacs. Alors j'habite à Lyon. La résidence principale est là-bas, mais lorsque je suis amené à passer 2 jours de suite à Aix-les-Bains, je dors sur place. Soit je prends un Airbnb, soit je vais dormir chez des amis. Ma résidence principale reste à Lyon malgré tout. Alors je fais beaucoup de sport, randonnée, c'est vraiment je pense mes 2 loisirs principaux. Et en sport, c'est course à pied et vélo. Donc autant vous dire que venir à Aix-les-Bains, c'est pas une corvée, mais plutôt quelque chose d'assez sympa pour moi, puisque je peux mettre le vélo dans le coffre et puis partir pédaler à la fin d'une consultation par exemple. Ah, c'est un peu une question piège, et comment ne pas tomber dans la prétention? Je pense que j'ai cet avantage j'aime le contact avec les gens, j'aime l'humain, j'aime expliquer les choses, et surtout je présente les choses de manière très transparente, quand ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe pas bien. Et ça, à mon avis, c'est l'une des forces que j'ai réussi à développer au cours de mes études, c'est voilà, d'être toujours transparent et de rien cacher, et d'assumer tout ce qui se passe quoi qu'il arrive. Voilà. Mais en tout cas, je donne toujours le meilleur pour mes patients. Je suis toujours très présent, et je n'abandonne jamais quoi qu'il arrive. Et on peut toujours me joindre super facilement, et voilà. J'espère que ça suffira à vous convaincre. Parfait, merci. À bientôt et merci pour l'interview. Merci.